Appel téléphonique, Trump annonce un deuxième sommet avec Poutine sur l'Ukraine à Budapest. L'Allemagne va saisir 720 millions d'euros de fonds russes gelés. Trump brise le récit mondial du climat en étouffant l'accord sur la taxe CO2 maritime. L'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, John Bolton, a été inculpé de crime. Un complot islamiste visant à assassiner le Premier ministre belge avec un drone a été déjoué. Bank of America et BNY poursuivis en justice pour leur lien avec Jeffrey Epstein. L'ONU va-t-elle faire faillite ou devenir un gouvernement mondial? Le président américain Donald Trump a annoncé après un appel téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine jeudi que lui et le dirigeant russe avaient convenu de se rencontrer en Hongrie dans les semaines à venir pour discuter de la manière de mettre fin à la guerre en Ukraine, rapporte Axios. La conversation de 2 heures a eu lieu la veille du jour où Trump a reçu le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Donald Trump et Volodymyr Zelensky discuteront de la possibilité que l'Ukraine reçoive des missiles Tomahawk à longue portée. Le président américain lui-même a rapporté sur son compte de réseau social Truth qu'il avait parlé à Vladimir Poutine au téléphone et l'a décrit comme « très productif ». Il a salué les félicitations de Poutine pour la réussite de la paix au Moyen-Orient et a exprimé sa conviction que ce succès contribuera aux négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Il a ensuite délivré un message important. Nous, Trump et Poutine, avons également longuement discuté des échanges commerciaux entre la Russie et les États-Unis une fois la guerre en Ukraine terminée. À l'issue de cette conversation, nous avons convenu d'une réunion de nos conseillers de haut niveau la semaine prochaine. Les premières réunions avec les États-Unis seront présidées par le secrétaire d'État Marco Rubio, ainsi que par d'autres personnalités à désigner. Le lieu de la réunion reste à déterminer. Le président Poutine et moi-même nous rencontrerons à un endroit convenu, Budapest, en Hongrie, pour voir si nous pouvons mettre fin à cette guerre, déshonorante, entre la Russie et l'Ukraine. Le président Zelensky et moi-même nous rencontrerons demain, aujourd'hui, dans le bureau ovale pour discuter de ma conversation avec le président Poutine et de bien d'autres sujets. Je pense que notre entretien téléphonique d'aujourd'hui a été très fructueux. Le tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main a lancé le 16 octobre une procédure de confiscation contre plus de 720 millions d'euros appartenant à une banque russe bloquée en raison de sanctions de l'UE depuis juin 2022, rapporte Politico. La saisie d'argent détenue dans une banque de Francfort est demandée par le Trésor allemand pour une prétendue tentative de violation des sanctions. Des personnes non autorisées ont tenté de transférer des fonds. Le nom de la banque russe n'a pas été divulgué, mais cette saisie s'inscrit dans le cadre d'un plan plus vaste de l'UE visant à saisir des fonds russes destinés à soutenir l'Ukraine. Cette décision fait suite à un accord conclu en septembre par l'UE autorisant la saisie des réserves de la Banque centrale russe pour compenser les dommages de guerre. L'Allemagne, première économie de l'UE, est confrontée à une crise budgétaire en raison de l'augmentation des dépenses de défense et du ralentissement de l'économie. Les fonds confisqués pourraient aider à combler partiellement le déficit budgétaire d'ici 2025. Le tribunal se base sur une violation des sanctions et la procédure peut prendre des mois avant que l'argent ne devienne officiellement la propriété de l'État. Cette décision constituera un précédent pour d'autres pays de l'UE, par exemple la France et l'Italie, qui possèdent des actifs russes similaires, afin de renforcer l'application des sanctions contre la Russie. Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, avait auparavant qualifié cette mesure de « pas important pour la justice », mais la Russie proteste, la qualifiant de « pillage ». Les analystes prédisent que la confiscation totale des avoirs russes dans l'UE pourrait atteindre 300 milliards d'euros, augmentant ainsi le soutien à l'Ukraine et excluant tout problème qui pourrait survenir par la suite. Le président américain Donald Trump a déclaré le 16 octobre que les États-Unis ne soutiendraient pas la proposition de l'Organisation maritime internationale, OMI, d'introduire une taxe mondiale sur le carbone dans le transport maritime, la qualifiant de « nouvelle taxe verte mondiale frauduleuse », rapporte The Guardian. Il a menacé de sanctions et de retrait de l'aide aux pays vulnérables, comme les États insulaires comme Tuvalu ou les Maldives, qui voteraient sur la taxe lors de la réunion de l'OMI à Londres les 17 et 18 octobre. Donald Trump a exhorté les autres pays à suivre l'exemple des États-Unis, arguant que la taxe nuirait à l'économie et au commerce, en particulier au transport maritime américain. La taxe proposée, Net Zero Framework, inclurait une taxe sur les émissions de CO2 des navires à partir de 2027 pour lever des fonds pour le Fonds pour le changement climatique et les technologies vertes, avec des revenus attendus pouvant atteindre 150 milliards de dollars par an. L'OMI, organisation regroupant 175 pays, vise à réduire de 50% les émissions de CO2 du secteur maritime d'ici 2050, mais la position américaine menace l'accord. Les critiques, y compris les groupes environnementaux, accusent Trump de sabotage, tandis que les pays qui soutiennent la taxe, UE, Chine, soutiennent que celle-ci est nécessaire pour lutter contre la crise climatique. Les conséquences incluent l'effondrement potentiel de l'accord de l'OMI, une pression accrue sur les petits pays et l'isolement des États-Unis en matière de politique climatique. Donald Trump a mis en avant le principe « America First », menaçant de sanctions commerciales, et les experts prédisent que sans l'approbation des États-Unis, le plan pourrait être retardé. Cette décision reflète le scepticisme de l'administration Donald Trump à l'égard des accords mondiaux sur le climat après son retrait de l'accord de Paris en 2017. Sur son compte du réseau Truth Social, Donald Trump a écrit « Je suis indigné que l'Organisation maritime internationale vote cette semaine à Londres en faveur d'une taxe carbone mondiale.
Les États-Unis ne soutiendront pas cette nouvelle taxe verte frauduleuse mondiale sur le transport maritime et ne s'y conformeront en aucune façon. Nous ne tolérons pas d'augmentation des prix pour les consommateurs américains, ni la création d'une nouvelle bureaucratie verte et frauduleuse pour dépenser votre argent pour le rêve vert. Soutenez les États-Unis et votez non demain à Londres. John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, a été inculpé le 16 octobre devant un tribunal fédéral du Maryland pour des accusations liées à des informations classifiées, rapporte Reuters. L'acte d'accusation comprend 8 chefs d'accusation de transmission d'informations essentielles à la défense nationale et 10 chefs d'accusation de conservation de ces informations en vertu de la loi sur l'espionnage, chaque chef d'accusation entraînant une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison en cas de condamnation. Il s'agit de la troisième affaire récente dans laquelle le ministère américain de la Justice porte des accusations criminelles contre des critiques de Trump, après les inculpations de l'ancien directeur du FBI James Comey et de la procureure générale de New York Letitia James. L'avocat de Bolton nie toute malversation, bien qu'il n'ait pas commenté les accusations ce jour-là. L'affaire est actuellement traitée par le bureau du procureur américain du Maryland, où les procureurs, initialement en proie à des doutes internes quant à l'urgence de la procédure, ont ensuite avancé après examen des preuves. Le contexte des allégations découle du mandat de Bolton en tant que conseiller à la sécurité nationale de Trump et ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies pendant le premier mandat de Trump, un mandat qui a pris fin en 2021. Après avoir quitté ses fonctions, John Bolton est devenu un critique féroce de Trump, publiant un mémoire dans lequel il décrivait le président comme inapte à exercer ses fonctions. Selon l'acte d'accusation, entre avril 2018 et août 2025, Bolton a transmis plus d'1 millier de pages d'informations sur ses activités quotidiennes, y compris des détails top secrets provenant de réunions avec des représentants du gouvernement, de discussions avec des dirigeants étrangers et de résumés de renseignements à 2 individus non autorisés, dont l'identité n'a pas été divulguée. En outre, les procureurs alléguent qu'un cyberacteur lié au gouvernement iranien a piraté l'email personnel de Bolton après qu'il ait quitté le gouvernement. Le porte-parole a informé les autorités du piratage mais n'a pas révélé que des documents classifiés étaient stockés sur le compte. Donald Trump, qui a également été accusé en 2021 d'espionnage en vertu de la loi sur l'espionnage pour le stockage de documents secrets en Floride, une affaire qui a été classée sans suite après sa réélection en 2024, a commenté l'accusation de Bolton en le qualifiant de « méchant ». D'autres opposants à Trump, comme James Comey, accusé de fausses déclarations et d'obstruction, et Letitia James, accusée de fraude bancaire et de fausses déclarations, ont également été inculpés et ont plaidé non coupables. Comey a plaidé non coupable et James devrait être jugé ce mois-ci. Ces accusations reflètent la promesse de campagne de Trump de s'en prendre à ses détracteurs, créant potentiellement un précédent quant à l'intersection entre la politique et les poursuites pénales en vertu de la loi sur l'espionnage. Le parquet fédéral belge a confirmé l'arrestation de 3 jeunes hommes, nés en 2001, 2002 et 2007, à Anvers le 9 octobre, lors de 4 perquisitions. Ils sont soupçonnés d'appartenance à un groupe terroriste et de planification d'un assassinat à motivation djihadiste, rapporte la BBC. Les recherches ont permis de découvrir des engins explosifs improvisés, des billes de métal, des pièces imprimées en 3D pour fabriquer des bombes et des matériaux pour construire un drone avec une charge explosive. La cible principale était le nouveau Premier ministre Bart De Wever, chef du parti N-VA, dont l'entourage a confirmé la menace. Le plan consistait à utiliser un drone avec des explosifs. Un drone a été retrouvé à quelques centaines de mètres de la maison de Bart De Wever. La procureure Anne Françan dirige l'enquête et les suspects sont en détention, mais leur identité n'a pas été révélée. De Wever, devenu Premier ministre après les élections de 2024, a déjà été visé, un complot similaire en 2023, pour lequel 5 personnes ont été condamnées en avril 2025. Les services de sécurité belges soulignent la menace croissante des groupes extrémistes, notamment après des incidents similaires en Europe. De nouvelles actions collectives allèguent que Bank of America et Bank of New York Mellon n'ont pas signalé d'activité suspecte avant la mort de Jeffrey Epstein, rapporte le Wall Street Journal. 2 recours collectifs ont été déposés mercredi devant un tribunal fédéral au nom de Jane Doe et d'autres femmes qui ont accusé Epstein d'abus. Ils affirment que les opérations de traite d'êtres humains d'Epstein n'auraient pas existé sans les banques, qui ont accordé un traitement de faveur à Epstein et à ses associés. Le montant des créances n'est pas divulgué. Une femme qui affirme avoir été victime d'abus sexuels de la part du financier déchu Jeffrey Epstein a porté plainte devant un tribunal américain contre Bank of America, qui a requis l'anonymat. Elle accuse la banque d'avoir continué à servir Epstein et ses associés malgré des signaux inquiétants et de ne pas avoir signalé leurs transactions suspectes jusqu'au décès du financier en 2019. Ce n'est pas la première accusation contre les banques dans l'affaire Epstein. JP Morgan et Deutsche Bank ont déjà dû payer des centaines de millions de dollars d'amende et d'indemnisation aux victimes. Ces banques ont également été accusées de continuer à coopérer avec Epstein et ses associés alors qu'ils étaient déjà confrontés à de graves accusations. Le Wall Street Journal écrit que les héritiers de Jeffrey Epstein ont récemment remis aux autorités américaines une liste de plus de 20 banques où lui ou des organisations affiliées à lui avaient des comptes. Voici le texte de l'auteur, Jerzy Kwasniewski, directeur des Ordo Iuris. Chers amis, les Nations Unies, sur la base de la Charte des Nations Unies,
peuvent-elles encore garantir la paix et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, contribuer à maintenir des relations amicales entre les nations et coordonner leurs actions dans la poursuite d'objectifs communs? L'existence même de l'organisation est menacée par une perte de liquidité financière et une paralysie bureaucratique. Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, s'est exprimé sur ce sujet, reconnaissant récemment que son organisation, en proie à un chaos de gouvernance, est inefficace et nécessite une réforme urgente et approfondie. Alors que les États-Unis retirent leur financement des Nations Unies, notamment de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, les principales agences pourraient être contraintes de réduire leur budget de 30 à 40% et de licencier 20% de leur personnel. L'une des raisons de la décision des États-Unis de se retirer est l'implication de l'ONU dans la promotion d'idéologies d'extrême gauche radicale. António Guterres, responsable de cette situation, réclame un rôle accru de l'ONU face aux défis mondiaux, tels que les migrations, les crises climatiques et les conflits hybrides. De nombreux experts estiment que ces postulats ne visent qu'à masquer la passivité de l'ONU sur les questions clés et son hyperactivité dans la promotion d'idéologies néfastes. L'Institut Ordo Iuris renforce ses activités à l'ONU afin d'empêcher toute restriction de la souveraineté des États et toute revendication d'une gauche radicale mondialiste. Pendant de nombreuses années, les organisations d'experts européennes présentes aux Nations Unies ont exclusivement soutenu une perspective radicale de gauche et mondialiste. Nous voulons changer cela et imposer la mise en œuvre d'une réforme de l'ONU. En mai, nous avons publié un rapport sur l'OMS, exposant sa structure, son fonctionnement et de nombreuses actions controversées, notamment les tristement célèbres normes de l'OMS pour l'éducation sexuelle des enfants et les directives techniques internationales pour l'éducation sexuelle, qui recommandaient d'enseigner aux jeunes enfants la masturbation, l'homophobie, la transphobie et l'identité de genre. Dans un nouveau rapport similaire sur les activités de l'UNICEF, nos partenaires américains du Centre pour la famille et les droits de l'homme, CFAM, ont évoqué un certain nombre de publications controversées de l'UNICEF destinées aux enfants dès l'âge de 6 ans, notamment le livret « Coming of Age Without Secret », produit pour l'éducation sexuelle en Ukraine. Ces auteurs encouragent les enfants à se masturber, à explorer leur orientation sexuelle et fournissent des informations détaillées sur les techniques sexuelles. La Fédération internationale pour le planning familial a publié un rapport détaillant l'utilisation des fonds de l'ONU. Le géant mondial de l'avortement a reconnu que l'un de ses principaux donateurs est le Fonds des Nations Unies pour la population, aux côtés de la Commission européenne, de la Fondation Gates et de l'Open Society Foundation de George Soros. Les agences de l'ONU continuent de faire pression sur les gouvernements nationaux pour qu'ils se conforment aux exigences des groupes de pression en faveur de l'avortement et des idéologues du genre, présentant à tort le meurtre des enfants à naître ou la possibilité d'un changement de sexe volontaire comme un droit humain. En juillet, nous avons publié un rapport montrant comment le Conseil des droits de l'homme de l'ONU utilise l'examen périodique universel pour imposer des idéologies radicales promouvant l'avortement ou les revendications politiques des militants LGBT. Nous avons également écrit sur une déclaration commune de cette agence des Nations Unies appelant à un meilleur accès aux services de santé sexuelle et reproductive, y compris la contraception, l'éducation sexuelle et l'autonomie corporelle complète des femmes et des filles, et sur les directives de l'OMS sur la prévention des grossesses précoces et des effets néfastes sur la santé reproductive chez les adolescentes dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Les recommandations de l'OMS semblent avoir été commandées par l'industrie pharmaceutique et l'industrie de l'avortement, car elles présentent la contraception et les pilules abortives précoces comme une panacée à tous les maux. Elles ne contiennent aucune recommandation, comme la promotion de l'abstinence sexuelle, des relations durables et formalisées, ou une bonne éducation, dont l'efficacité pour prévenir les grossesses non désirées chez les adolescentes est statistiquement prouvée. Les données d'Eurostat montrent que dans les pays où l'éducation sexuelle est autorisée, le taux de grossesse chez les adolescentes est en moyenne 30 à 40% plus élevé que dans les pays ayant un modèle d'éducation de type A. Nous avons participé aux consultations du projet de lutte contre la discrimination envers les femmes et les filles handicapées. Dans notre avis au Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies, nous avons souligné que la plus grande discrimination à l'égard de ces personnes aujourd'hui est la possibilité légale de les tuer dès le stade de la vie fœtale. Le droit à la vie ne peut dépendre de l'état de santé de l'enfant. Dans notre avis adressé au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, CEDAW, nous avons attiré l'attention sur le problème de l'avortement sélectif en fonction du sexe, qui est encore répandu dans de nombreux pays. Notre travail à l'ONU produit des résultats concrets. En juillet, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes, Rym Al-Salem, a publié un rapport sur la maternité de substitution, recommandant l'adoption d'un instrument juridiquement contraignant interdisant toutes les formes de maternité de substitution, ce que nous, Ordo Iuris, demandons depuis de nombreuses années dans diverses réunions et rapports internationaux. Nous avons également participé à des consultations informelles et fermées sur le projet de rapport, où nous avons souligné que la maternité de substitution est associée à des violences psychologiques, économiques et physiques à l'égard des femmes. Certaines de nos recommandations ont été incluses dans le rapport final, qui rejette l'érosion du genre et de l'identité de genre, je serai ce que je veux, et appelle à l'interdiction de la sélection prénatale et de la mutilation des enfants atteints de dysphorie de genre lors du changement de sexe. Il est temps de restaurer le rôle originel de l'ONU. Nous devons saisir cette opportunité.